Bonjour, bienvenue à mon webcast sur les voyages. J'ai un invité que je connais depuis longtemps aujourd'hui, mon ami Stéphane Bureau. Merci Stéphane d'avoir accepté l'invitation. Bonne fête. Merci Sarto. Je lisais dans la recherche, même si on se connaît depuis 30 ans peut-être? Et davantage, oui. 30 ans, que tu as quand même 45 ans de métier. Tu as commencé à 13 ans à Télé. Exact. Ça fait que ça ne nous rajeunit ni l'un ni l'autre et ça fait surtout la démonstration que j'ai commencé trop précocement, probablement parce que les autres affaires dans ma vie ne marchaient pas. Fait que, quand tu ne réussis pas à l'école, tu es pogné pour avoir un job. C'est ce qui m'est arrivé. Oui, mais ça te permet d'arrêter plus vite aussi. Enfin, moi, je dis depuis longtemps que j'ai arrêté souvent, mais je vais travailler longtemps parce que j'ai malheureusement pas construit de tour à bureau ou à condo, donc je suis condamné à travailler. Mais je suis effectivement dans la catégorie des gens chanceux qui ont pu arrêter très souvent depuis maintenant presque 15-20 ans, 15 ans que je dis que je suis à la retraite, et sans pour autant être à la retraite, je travaille, mais c'est le choix à chaque fois renouvelé de travailler, puis d'arrêter souvent, de faire des pauses. Bon. Je disais que tu disais dans ton post là, de Twitter ou de Instagram ou de je sais pas trop quoi, mais récemment, lors de ta fête la semaine passée, Just do it. Et puis ton questionnement était « What's on the other side of fear? » Et tu disais finalement que la plupart du temps, il n'y a strictement rien derrière l'écran de nos angoisses projetées. Avec Bruno Blanchet, récemment, on parlait justement de la crainte ou la peur. Quand tu veux aller dans un pays, tu veux organiser un voyage, souvent l'inconnu est probablement le plus grand inhibiteur de faire le saut. Les gens disent « Ah, j'aimerais bien ça, je peux pas », mais ils vont dans un tout inclus à Cuba et puis ils osent pas. Vraiment, toi, je sais, je te connais, puis je sais que tu as fait beaucoup de voyages. Tu n'as pas cette angoisse-là. Donc, quand tu te lances dans un voyage où tu vises une nouvelle destination que tu n'as pas été, tu adresses ça comment quand tu planifies ou que tu organises ta destination? Comment tu as choisi, puis après, comment tu l'organises jusqu'à temps que tu mettes les pieds sur place? Pour me citer moi-même, en fait, pour citer, je le disais, le slogan commercial probablement le plus génial de tous les temps, je pense qu'il n'y a pas d'autre façon que de dire « just do it », parce que la peur, elle existe. C'est vrai aussi, avant d'aller à certains endroits, qu'il y a une inquiétude, il y a un coefficient d'étrangeté qui fait que tu dis « Ah, je suis pas sûr ». Des fois, c'est des zones qui sont à la frontière du conflit, où il y a du chaos. Je me souviens d'un voyage au Liban où le président iranien venait en même temps qu'on était là, Ahmadinejad. Puis il y avait beaucoup de rumeurs fondées de possibles coups d'État, de ce que son passage soit lié à quelque chose de mouvementé. Puis c'est drôle aujourd'hui à dire avec la distance, mais on a choisi d'aller en Syrie pour se réfugier, pour se mettre à l'abri, parce que je voulais pas parce que ma blonde voyait bien que les militaires commençaient à se déployer partout à Beyrouth et tout ça. Puis c'était pas particulièrement inquiétant, mais tu dis, on a le choix, on peut aller de l'autre côté, on va aller en Syrie. C'était quelques mois avant que les choses ne basculent. Donc, proportionnellement, c'est drôle aujourd'hui, avec la distance, de se dire, je vais aller en Syrie, me mettre à l'abri, alors que j'étais au Liban. Donc, c'est toujours une affaire de perspective, puis je reviens à mon Just Do It, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de façon de se vacciner contre la peur, parce que si tu n'as pas peur dans la vie, tu n'es peut-être pas normal, puis souvent la peur est la première bonne étape pour penser avant de poser un geste. Mais une fois que tu y as pensé un peu, puis si tu as envie, par exemple, puisqu'on parle de voyage, d'aller à quelque part, en dehors de circonstances totalement extrêmes ou d'être envoyé comme correspondant de guerre, par exemple, aujourd'hui, en Ukraine, puis encore, il y aurait probablement les 3/5 du territoire où on pourrait aller en Ukraine, puis on ne saurait pas qu'il y a la guerre, parce qu'il faut toujours aussi remettre les choses en perspective. C'est quand on voit, par exemple, qu'il y a des émeutes à Montréal, puis ça m'est arrivé, j'étais en Italie, puis je voyais la télévision avec des émeutes, je pense dans Saint-Michel, puis les gens te disent « Oh mon Dieu, ça va mal chez toi ». Puis j'ai dit, non, ça va mal à un coin de rue, puis c'est ce que tu vois en boucle à la télévision. Puis je suis même pas au courant. Puis je suis même pas au courant, sinon que quand j'appelle à la maison, je dis, qu'est-ce qui se passe? Puis les gens disent rien. Pas parce que c'était insignifiant ce qui se passait là, mais parce que ça prend des proportions qui n'existent pas dans la réalité. Donc, comme avec à peu près n'importe quoi dans la vie, mais appliqué au voyage, en dehors de circonstances où tu mettrais ta vie en danger, moi je dis, s'il y a de l'inquiétude,
mais que tu as vraiment envie, just do it. Puis ça se fait aussi d'y aller graduellement. Tu n'es pas obligé, si tu débarques au Nicaragua ou si tu débarques au Guatemala, qui sont des zones de plus en plus risquées, disons, c'est pas obligé d'aller te mettre nécessairement immédiatement dans la gueule du loup, même si objectivement, tu ne sais jamais quand quelque chose de terrible va t'arriver. Ça m'est arrivé à Washington, j'étais adolescent, je faisais mon pipi à l'urinoir, puis le geste ici est important, puis je me suis fait coller sur l'urinoir. Donc, tu es littéralement... Tu te retrouves les mains comme ça par deux gars bien baraqués. Il y en avait un qui m'accotait, il y en a un autre qui avait un couteau, puis il m'a dit « Écoute, bouge pas ». Puis ils m'ont fait les poches littéralement. C'est-à-dire qu'ils m'ont pas demandé de leur donner mon passeport ou en fait mon portefeuille. Ils les ont pris. Mais tu sais, c'était sur un campus universitaire, plein centre de la ville. Ça s'est fait en 2 minutes. C'est probablement la pire des expériences que j'ai vécues en voyage. C'était pas la pire, mais en tout cas, c'est une de celles. Je vais te parler de celle du Pérou après. Exact. Mais c'était pas terrorisant. D'abord, ça va très vite. Je n'ai pas pensé que ma vie était en danger. Ils étaient franchement astucieux. J'aurais pas pensé à la gamique. À cet endroit-là. Non, puis à la manière de le faire. Tu étais à côté. Tu es vraiment... Je pense pas que j'aurais fait grand-chose parce qu'il était beaucoup plus gros, grand et sans doute déterminé que je l'étais à protéger mon portefeuille. Ils sont partis avec 50 cents probablement à l'époque parce que j'avais 15 ou 16 ans. Mais tu sais, Washington, à l'époque, c'est une ville un petit peu plus rock'n'roll qu'aujourd'hui, mais c'est pas nécessairement là que tu t'attends. Tu peux arriver au Nicaragua, puis rien se passe, mais je pense donc, parce que ma réponse est un peu longue, tu prépares, puis tu l'as vécu. Ça se peut aussi que, la première fois que je débarquais au Brésil, j'ai fait des cercles concentriques. Je suis sorti de l'hôtel, j'allais me promener, puis je découvrais des quartiers. Puis à un moment donné, tu dis « Ah, OK, je commence à comprendre le rythme, je commence à comprendre parce que j'avais été bien prévenu. Puis à un moment donné, tu dis « Franchement, c'est quand je dis tu prends ton temps, c'est sur une journée, 2 jours, 3 jours. À un moment donné, tu dis « OK, j'ai catché. » Et le pire peut toujours arriver, évidemment. Ouais. Mais c'est vrai de... Mais le pire peut arriver partout. Dans un stationnement à Montréal. Exactement. Puis je peux t'annoncer, il y a des scénarios de fin du monde qui sont recevables tous les jours de la semaine. En ce moment, on vit dans l'attente de la plus grande crise économique de l'histoire de tous les temps. On nous annonce ça. Et ça devient des fois des self-fulfilling prophecies parce qu'on se met à faire ce contre quoi on nous met en garde. On dit on va être en récession, ça va être épouvantable. Donc, tu te comportes comme quelqu'un qui est déjà menacé, puis ça arrive finalement. Tu crées toi-même. Tu crées les raisons pour lesquelles il y aurait une récession. Je pense pas que, évidemment, mes dépenses aient un impact sur le produit national brut. Non, mais les tiennes, les miennes. Exactement. Et c'est la même chose avec le voyage. C'est-à-dire que tu peux éventuellement te faire croire que c'est dangereux, c'est ci, c'est ça. Mais j'ai pas souvent vu dans le monde des endroits même qui étaient théoriquement dangereux où ce l'était tant que ça. C'est-à-dire que si t'es agile, alors tu te mets pas dans un pays où tu vas vivre toujours sur les nerfs. Puis t'exposes pas. Si t'en vas bling-bling avec ta montre. Non, exactement. Il y a des façons de faire les choses. Ça te mettra jamais à l'abri, mais c'est clair que c'est faisable. Tu diminues le risque. Tu peux non seulement diminuer le risque, tu peux avoir du plaisir à fréquenter des destinations qui sont moins fréquentées. Puis après ça, des destinations qui ne sont pas fréquentables, parce qu'il y en a où tu sais que vraiment tu peux te mettre à risque dangereusement. Ben, tu passes ton tour, tu attends que ça s'améliore. Mm-hmm. Et ça se peut que ça arrive. Comme moi, le Venezuela, on me dit, tu peux me faire kidnapper direct à l'aéroport. Tu sais. Quand je voulais y aller, là, j'avais terminé les Amériques et puis on dit, ça prend 2 bodyguards. Puis le gars qui est allé avant moi, il a dit, même avec mes bodyguards, tu sais, c'est comme, alors, tu sais, c'est plus agréable. Là, non, c'est pas le fun. Puis je l'ai vécu en Haïti, qui est un pays qu'on connaît bien, parce qu'il y a une diaspora ici, c'est à côté de chez nous. Bien des Québécois sont allés en Haïti. Puis à un moment donné, je voulais tourner là-bas avec Denis Laferrière. Enfin, nous sommes allés tourner, mais nos assureurs nous ont dit, si vous le faites, vous devrez être accompagné de garde du corps avec des véhicules blindés, avec une escorte. Tu es pris en charge à l'aéroport. Tu débarques à suite de ce premier transport dans une espèce de cour intérieure banalisée pour changer de véhicule. Puis tu sors par une autre porte au cas où le véhicule aurait été suivi de l'aéroport. Et on était toujours accompagné donc d'un chauffeur armé, de 2 gardes du corps. Et la recommandation, c'était faites ça le plus court possible parce que chaque jour de tournage en assurance coûtait très cher et en service de sécurité, évidemment aussi. Ça augmente les coûts de production. Parce que, pour ces mêmes raisons-là, je suis pas sûr que si j'étais allé seul, ça aurait été la même chose, mais le risque de kidnapping, puis pour peu de choses, c'est-à-dire réclamer une rançon de 10 000 $, mais si effectivement tu vis dans un univers où pour 10 000 $, on est prêt à kidnapper quelqu'un, veux-tu t'exposer à ce risque-là? La réponse est non. Attends.
on parlait dans un autre podcast précédent du retour. Je sais que tu as fait beaucoup de voyages et il y a beaucoup d'endroits récurrents où tu aimes retourner. Un invité précédent disait... La première fois que j'arrive en quelque part, il y a souvent l'inconnu. Tu sais, mettons que tu arrives à New Delhi, il y a un choc, il y a un trauma léger, disons, d'adaptation et d'inconnu. Ou comme tu disais tantôt, quand tu tournes autour de ton hôtel, à un moment donné, tu prends tes marques, tes repères sont là, tu apprivoises le quartier, tu vois la vibe du monde, etc. Fait qu'il dit souvent, c'est au deuxième voyage que j'ai plus de plaisir. Mais tout à fait. Mais j'ai passé ma vie à faire ça, des repérages. C'est-à-dire que j'allais à quelque part, je butinais un peu de temps, puis je revenais plus longuement après. J'ai fait ça plein de fois. C'est une drôle de façon de faire des choses. Mais arrêter, aller sniffer, puis revenir en ayant l'impression d'être rendu chez moi parce que je suis allé une fois. J'ai fait ça souvent et c'est fantastique. Parce que tout le premier... Thaïlande, je me rappelle mes premiers voyages, j'en ai pas fait 50, mais au tout début... 80, je sais pas, 8, 9, 10, mettons. C'était pas encore... C'était exotique, mais c'était pas encore si à la mode, je dirais. Puis je me rappelle donc de m'être justement donné des marques, avoir trouvé un petit hôtel que j'aimais, d'avoir pour moi, évidemment, cette espèce de dégaine, je rentre à la maison à Bangkok, qui évidemment est absurde. Mais c'était cool de revenir, après y être allé quelques jours, passer 2-3 semaines, mais avec l'impression que je rentrais sur mon chemin puis que j'avais laissé mes petites pierres blanches. C'est très le fun, c'est très le fun. Comme de rentrer à des endroits qu'on aime. Ma première journée à Paris, j'y suis allé, je sais pas moi, 150 fois dans ma vie. J'ai eu un appartement, j'ai passé du temps. Mais quand je rentre à Paris, j'ai... À chaque fois, réflexe. Je vais faire ma même marche, j'arrête à certains endroits, je prends mon café et à chaque fois, c'est comme « wow », puis je trippe au bout. Mais c'est vrai si je retourne à Washington, c'est vrai, si je vais à New York, c'est vrai. Quand je rentre chez moi à Tucson, en Arizona, il y a un bonheur de rentrer dans un de ces endroits que j'appelle chez moi. Fait que c'est pas juste du confort, c'est un espace qu'on aime, puis de le retrouver comme on retrouve un bon ami, c'est exactement le même principe pour moi. Ce qui arrive parfois, parce que tu parles de Paris ou de moi, depuis 30, 40 ans que je fais à Paris aussi, une centaine de fois, j'ai toujours, le dimanche matin, je m'en vais prendre mon café au Deux Magots en Saint-Germain, puis je regarde les gens passer, puis je fais juste... Et c'est sur Saint-Germain aussi. Puis c'est comme un rituel qui fait qu'on est comme apaisé, même si on est à l'étranger, on est, comme tu dis, on est comme chez nous. Parfois, ça joue des tours. Par exemple, je te donne un exemple, à Hanoï, je vais toujours dans le vieux Hanoï, je vais toujours à l'hôtel Prince, qui est un hôtel miteux que j'avais découvert quand j'étais backpacker, où il y avait... Puis j'avais pris 2 jours à trouver l'hôtel, quasiment, là, parce que il y avait le Prince 1, le Prince 2, puis ils s'appelaient tous Prince, puis il y avait un Prince 2 d'un côté de la rue, puis un Prince 2, le gars, il avait pas ma réservation, mais c'était son cousin l'autre bas. Fait qu'à un moment donné, j'ai il y a une histoire d'accrocher. Il y a une histoire d'accrocher, mais je suis retourné comme une couple d'années après, puis c'était correct, puis après ça, c'était plus aussi beau, aussi... la paillasse, le lit, je prenais toujours la même chambre au 5e étage, j'avais une vue sur tout le vieux Hanoï. C'était plus aussi apaisant. Mais je ne suis pas capable d'aller ailleurs, même aujourd'hui. Si je retourne à Hanoï, je me vais dans ma vieille piole, parce que maintenant c'est une vieille piole, ou peut-être au début c'était un bel hôtel, mais aujourd'hui c'est un hôtel, je sais pas, un demi-étoile, mais propre, mais qui est bien placé, puis je suis pas capable de changer mes rituels. Parce que quand tu arrives dans des villes... Ça arrive. Moi, j'ai voyagé longtemps à Paris, au Marbeuf, le petit hôtel Marbeuf, que Mme Compagnon, décoratrice intérieure de métier, avait développé, tout petit hôtel. Puis c'était à chaque fois un émerveillement. Puis à un moment donné, il se passe que les choses changent, comme dans n'importe quoi, comme revenir à Montréal, c'est de revenir dans une... Mais ta vision changeait-tu du même endroit? Oui, aussi, mais c'est parce qu'on change, on n'est plus la même personne. Ouais. Puis ma première expérience, c'est des yeux de première fois, mais c'est vrai dans nos rapports avec les gens qu'on aime, c'est vrai dans nos rapports avec tout. On n'a plus la même expérience, puis cette première fois, elle n'est pas renouvelable. Alors, je me suis entêté aussi à retourner à des endroits pour avoir cette première fois, puis je ne l'ai pas. Ceci étant dit... Ou juste avoir le confort, même si c'est plus la première fois. Tu n'auras peut-être pas l'émerveillement, mais tu reviens, puis c'est comme si tu retournais dans tes pantoufles. Il y a quelques endroits dans le monde comme ça qui, pour moi, n'ont pas changé, puis j'aime ça. Si on était à Montréal...
J'imagine qu'on pourrait dire que pour certains, l'express, si on va au restaurant, ça ressemble un peu à ça, quoique je pense que la pandémie a été très dure sur l'expérience express pour eux, pour les équipes. Mais c'était un de ces endroits éternels. Les 2 McGo, c'est un peu comme ça. Bon, j'ai pas les moyens d'y aller prendre du café, donc il faut avoir, encore une fois, développé des tours. Non, mais j'ai hypothéqué pour ton café, c'est ça. Je fais ça régulièrement aussi. Alors, je passe devant parce que dans ma tournée, juste en face des 2 McGo, il y a la rue... Non, la place du Québec. Non, aussi, mais il y a la rue du Dragon, juste avant d'arriver au Deux-Magots. Et c'est en général là, moi je descends, je passe devant l'Assemblée nationale dans ma tournée. J'arrive. Rue de Seine. Et là, non, je traverse toujours par Boulevard Saint-Germain. Et là, je tourne sur la rue du Dragon, donc entre le Flore et les Deux-Magots, et de l'autre côté de la rue. Et puis, il y a Fernando Bottero qui a son atelier à Paris, qui est juste là, sur la rue du Dragon, qui est toute courte. Et puis, juste au bout de ça, il y a une petite place où je vais prendre un café moins cher. Je pense que ça s'appelle d'ailleurs le café de la place. Puis ensuite, je remonte parce que ça fait partie de ma tournée. Mais c'est vraiment ça, une question. C'est crasse, là. C'est toc. Je sais exactement ce que je vais faire. Je prends mes repères. Il y a une boutique de vêtements où je sais que je vais arrêter. Puis c'est souvent, sinon systématiquement, le dimanche matin, parce que quand j'arrive à Paris, je m'arrange toujours pour partir un samedi soir, rentrer sans la circulation à Paris. C'est un gain net surtout. Tu arrives à 7h30, 9h, whatever, le matin, puis tu rentres sans bouchon, ce qui est vraiment fantastique. Puis la ville est apaisée. Je trouve que c'est des conditions fermées. Exact. J'y vais justement dans un mois, puis je pars un samedi, j'arrive au dimanche matin, je m'en fais au café. Fait que c'est des patterns de toc peut-être, mais bon. Ville ou campagne, toi? Généralement ville. Seul ou pas seul? Tu préfères voyager seul ou pas 2 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire que j'ai voyagé les 2 tiers de mes voyages les plus importants, ou 3 quarts même avec quelqu'un, mon ou mes amoureuses, parce qu'il n'y en a pas eu juste une dans la vie. Mais pas en même temps. Mes amoureuses. Attends un instant. Non, pas en même temps. Pour le travail, beaucoup. Donc, c'est-tu le quart, le tiers d'un voyage pour le travail. Mais à la question seul ou pas seul, je dirais certainement un tiers du temps, j'ai voyagé pour mon plaisir et avec plaisir en étant seul. Puis si tu le fais un peu, c'est toujours le même enjeu. C'est les soirées qui sont les plus difficiles, à moins que tu rencontres quelqu'un sur la route. Parce que se lever, partir, luncher, tout ça est galvanisant. Puis quand tu arrives à la fin de journée, c'est toujours un petit... Quand tu as envie de faire le débrief de ce que tu as vu, tu te débriefes tout ça. Exact. Et puis des fois, tu rencontres des gens formidables. Puis j'ai rencontré sur la route des gens formidables, mais... La vérité, c'est que j'imagine que si t'es Brad Pitt, il y a beaucoup de monde qui vient s'agglutiner autour de toi. C'était pas mon cas. Mais j'ai rencontré, effectivement, puis c'est ce qui fait aussi voyager seul et le fun. Des fois, tu fais des rencontres qui sont pour une vie. Il y a des gens qui ont été sur mon chemin, j'ai été sur le leur, puis on se parle encore. Mais en général... Il y a des avantages à voyager seul parce que tu es affranchi, puis si tu dors pas ou si tu t'endors pas, tu peux travailler le lendemain, tu peux rencontrer quelqu'un dans un café, tu peux faire un eye contact, tu peux tout de suite interagir, puis ça peut débloquer sur plein d'affaires, parfois très intéressantes. Aventure ou confort? Plutôt aventure, mais je ne suis... Même en vieillissant? Ben, j'ai toujours été vieux. J'avais 20 ans, puis j'étais déjà vieux. J'étais un vieillard à 20 ans. Donc, mais je pense que l'aventure a toujours remporté. C'est-à-dire que, alors, la vérité, c'est que l'aventure est si tant est qu'on puisse paramétrer ce que veut dire aventure, là, parce que... je vais venir avec, mettons, quand tu as fait le Kilimanjaro, des affaires d'accomplissement personnel ou des affaires pas urbains, plus aventure dans le sens... L'aventure, pour moi, c'est vraiment être avec peu d'argent sur des routes chaotiques, puis tu fais du pouce, tu tires tu couches quasiment à la belle étoile, puis je l'ai fait. Mais dans presque toutes mes aventures, j'ai toujours, à un moment donné, une ponctuation où... je vais aller coucher aux 4 saisons, au mandarin. Puis aujourd'hui, ça devient évidemment... Il y a une époque où il y avait une meilleure corrélation entre le luxe et ce qui était payable. Si tu vas aujourd'hui à la Manne, à Venise, c'est 2500 pièces la nuit. Et c'est pas corrélé avec ce que tu as. C'est-à-dire que c'est essentiellement un gage de ce que les ploucs vont être tassés et qui ne coucheront pas dans le même hôtel que toi. Mais les premières fois que j'allais au Hammam en Asie, particulièrement en Indonésie, c'était un trade-off possible. Tu vas dire, j'ai voyagé pendant un mois à 15 pièces par jour. Puis j'arrivais à la Manpuri ou à un autre, puis tu dis, OK, pendant 2 jours, ça coûte 300 pièces, mettons. Puis c'était beaucoup d'argent, mais
c'était trop le fun. Puis tu avais de la restauration fantastique. Mais une aventure, puis une expérience, parce que les Hamman vraiment apportent quelque chose à l'hôtellerie que même le 4 saisons ne fait pas. Fait c'était le contraste qui était le fun. Alors, j'ai toujours eu un peu de ça, mais à une époque, je pense... Ou juste pour te faire du bien. Oui, puis pour contraster. C'est comme un bain chaud, bain froid. C'est la même affaire. Pas parce que je regrettais ou que je me purgeais lorsque je faisais 30 jours à 15$ par jour. Ils étaient fantastiques. Mais le contraste, un moment donné, de débarquer avec mon sac puis dire, OK, c'est autre chose. Et le bain de vapeur, le ci, le ça, ça a toujours été un plaisir. Mais fondamentalement, parce que d'un point de vue durabilité, si tu es riche de deux façons, de l'argent que tu gagnes ou de l'argent que tu ne dépenses pas. Puis j'ai toujours été plus riche de l'argent que je ne dépensais pas. Et ça m'a permis de faire des voyages. Je te dis, non, mais c'est ça, je te suis là-dessus, puis je savais pas que tu avais cette façon de faire, mais je dirais également, quand je voyage, j'investis pas beaucoup généralement dans un hôtel s'il ne respecte pas certains critères de base qui sont Pays de Sainte-Catherine. Si je veux être au centre-ville, mettons que tu arrives pas Saigon, ça s'appelle Ho Chi Minh City. Je t'arrive à Ho Chi Minh City, je veux pas être à côté de l'aéroport dans un Marriott, puis j'ai 2 heures de commuting à faire pour me rendre au centre-ville. Je veux être au centre-ville. Alors souvent, je me cherche un petit hôtel, un bon rapport qualité-prix, propre, climatisé, câblé, Internet, etc. Donc, un minimum de confort, ou même des auberges de jeunesse. On a fait la Nouvelle-Zélande tous les deux, et le pays écoute, les douches sont en stainless steel, c'est nickel. Mais après si t'es à Jérusalem, tu as le King David qui est là, puis tu as le YMCA qui est en face. Le YMCA, ça coûtait à l'époque, je ne sais pas parce que ça fait quelques années que j'y suis pas allé, mais 80$, mettons. Et puis le King David coûtait 400$. Ouais. Et c'est la même rue, puis le YMCA, c'est un édifice historique magnifique, des petites chambres frugales, avec ta douche, tout ça. Ouais. Et t'as donc, si tu fais le trade-off, tu dis, OK, parfait, je mets dans mes poches tous les jours que je suis au YMCA par rapport au King David, 300$. Et que tu dépenseras pas pour autant, mais c'est bien de la marge de manœuvre que tu te donnes. C'est le fun, ça. Mais il y a aussi, mettons, tu es en Amérique du Sud, un auberge de jeunesse, moi, si j'ai une chambre à 4 lits, je vais acheter 4 lits, ça va me coûter 12$, mais c'est rudimentaire. Puis après, 3-4... Ça dépend. À Chalten, fin fond de la Patagonie, pas fin fond de la Patagonie, mais dans le cône de l'Argentine, avant d'aller vraiment la partie la plus australe, Chalten, auberge de jeunesse, mais tu sais, hallucinante. Ma bulle Lande et moi, on capotait, on avait fait on était partis de très, très, très loin en Argentine. On avait traversé vraiment le pays du nord au sud, ou à peu près du nord au sud en bus. Ça faisait 2 jours et demi, 3 jours qu'on était en bus. Puis ça roulait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu arrives ça, puis là, tu dis, OK, on a réservé, ça va-tu être le fun? Tu débarques, mais tu sais, d'abord, un restaurant communautaire. Oui, Chalten, évidemment, c'est beau. C'est le Fitzroy, la montagne, tu as tout ça. C'est un peu suisse, en fait, il y a vraiment quelque chose d'alpin. Mais tu sais, une espèce d'auberge jeunesse où en bas, c'est une espèce de... Ça fait 2 fois que je répète, espèce, mais c'est un restaurant festif, sympathique. Ils mangent délicieusement, chambre magnifique. À prix raisonnable. Après, ça coûtait, je sais pas, 25$ ou 30$. Et tu dis, on ne voudrait pas être ailleurs. Ce soir, on ne voudrait pas être ailleurs. Et la surprise était exceptionnelle. On n'avait pas d'idée, puis compte tenu du prix que tu paies, tu ne te fais pas d'attente non plus. Mais le côté, on débarque, le bus nous laisse à la porte, puis c'est la fête, puis là, ils t'attendent. Ah oui, c'est vous deux, vous êtes les derniers à rentrer, votre chambre est prête, on vous attend, on met ça sur la table. Oui, parfait, vous mettez ça sur la table. Puis à ce moment-là, effectivement, du bœuf argentin qui était délicieux. Toujours délicieux. Trigger warning pour les végétariens. J'ai dit bœuf et je le répète, bœuf. Puis le bœuf argentin, on sait, à Buenos Aires, il y a des steakhouse hallucinants, là, c'est très, très bon. C'est drôle que tu me parles du Y puis du King David en Israël. Il y a un Y à Hong Kong, à côté de l'hôtel Peninsula. Oui, tout à fait, je sais exactement où. Puis, quand tu es au Y, mettons au 12e, 15e étage, tu passes par-dessus le bâtiment, l'autre côté, le IMAX. Fait qu'au 16e étage, au Y, c'est quand même 200-300$. Tu vois un peu... Mais si tu es allé au Peninsula à côté, tu as la même vue. Oui, sur la la chambre baie. est peut-être plus grande, mais aussi propre, aussi belle.
puis tu vas payer 1800$ au lieu de 300$. Exact. Ben c'est ça. Puis c'est clair que le YMCA coûte cher à Hong Kong, mais tout coûte cher à Hong Kong. Et à tout prendre, t'es encore mieux de mettre 1600$ dans tes poches, à moins d'en avoir beaucoup. Parce que nuit, c'est vite passé. Oui, c'est ça. Tu vas prendre un drink en haut. Oui, exactement, c'est ça. Dans ton rythme de voyage... J'ai fêté mon 33e anniversaire au sommet, au restaurant chez Félix. Que Philippe Stark a designé en haut, là? Je pense que c'est... Écoute, ça se peut. Il me semble que ça fait sens. La semaine du changeover à Hong Kong, en 97, juillet 97, mon 33e anniversaire, mon jour du Christ, au sommet. Tu as vu Hong Kong basculer de l'Empire britannique à la Chine. On n'a pas vu grand-chose parce qu'il pleuvait tout le temps. C'était un rideau de pluie, c'était gris, c'était nuageux, une humidité. Alors, on ne voyait rien. Il y avait des nuages, littéralement, qui couvraient la vue dans la baie. Mais le plus beau souvenir, c'est après être sorti, puis ça avait été fantastique. Tu allé là parce que c'était la fin du bail de 100 ans avec... Oui, parce que je voulais absolument être là. J'ai fait un voyage un peu autour du monde. J'avais laissé TVA à ce moment-là, quelques semaines, mois plus tôt. Et ma blonde venait me rejoindre là, puis on partait ensuite prendre le Transsibérien, le train, à Pékin, donc le Transmongolien. Et parce que tu montes, puis après ça, tu t'en vas jusqu'à Moscou. Tu montes jusqu'à Ulaanbaatar, puis tu tournes à gauche? En fait, tu ne te rends pas à Ulaanbaatar. C'est vraiment un beeline là, qui monte jusqu'à... Parce que quand tu es à Pékin, tu t'es évidemment à Beijing, tu n'es pas sur le Transsibérien. C'est une droite ligne. Puis là, tu arrives au point de jonction, ils changent les patins sous le train parce que l'empattement, exactement, c'est pas la même chose pour éviter les invasions. Parce que c'était essentiellement ça. Donc, mais là, tu as encore ça de la Pologne. Dès que tu rentres en Russie, tu changes le train, exactement. Littéralement, ils palentent chacun des wagons, ils changent les... J'ai jamais compris ça, parce que tu pourrais très bien avoir un set de roues à 1 mètre ou un 3 pieds, ou enfin, puis juste les soulever. Des roues qui tournent dans le vide, puis quand tu arrives sur l'autre rail, les roues dans le dedans tournent dans le vide. Aucune idée. Ils veulent t'arrêter pour prendre du temps. Ça prend une couple d'heures, là, faire ça. T'as-tu aimé ça, le Transsibérien? J'ai adoré ça. Ah oui? J'ai adoré J'ai des amis qui ont fait ça. C'était dans ma bucket list, puis ils m'ont dit c'est longtemps. C'est comme si tu traversais l'Alberta en train. Puis... Mais j'imagine que tes amis en question ne sont pas des contemplatifs. Ou, moi, je rentrais pas anxieusement parce que j'en rêvais. Mais on s'est dit, on va s'apporter du stock pour lire. On a commencé on est embarqué dans le train à Pékin un samedi soir. Tu partais à 18h, disons, dans ces eaux-là. Je pense que la première fois qu'on a commencé à se dire ouais, ce serait le fun de lire, c'était le mardi. Parce que, d'abord, dans notre wagon, il y a tout de suite une fraternité qui s'est créée entre tous les voyageurs. Tout le monde avait une histoire hallucinante. Tout le monde était à bord parce qu'il en rêvait. Fait que ça a été... On était l'épicerie du wagon parce qu'on avait fait les courses à Hong Kong. On s'était préparé. Fait qu'on avait de la bouse, on avait des pâtés, on avait toutes sortes d'affaires. Beaucoup de gens avaient sous-estimé. Puis dans la portion chinoise, ça va bien parce que le wagon-restaurant est vraiment cool. Quand tu arrives en Russie, c'est de la merde. Et les gens pensent que tu as des étapes, mais c'est vrai, c'est des étapes de 15-20 minutes. Tu n'arrêtes jamais très, très longtemps. Puis c'est là où tu n'as pas le temps d'aller faire une épicerie. Non, c'est ça. Il n'y a aucun moment où tu peux faire du tourisme en débarquement, à moins de rester et d'attendre le prochain Transsibérien. Alors souvent, les babouchkas, les vieilles dames russes, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ils vendent une affaire. Exactement, sont sur le quai, et c'est mieux que le wagon-restaurant. Mais nous, on avait vraiment les pierogies, tout meilleur. Ah ouais. Mais, en fait, ça fait quand même 20 ans. Dans ce cas-ci, là, je ne voudrais pas te témoigner. Que c'était plus des gosses de chèvre ou des... Non, pas du tout. T'es pas... Peut-être, là, mais peut-être qu'on n'avait pas des têtes de gosses de chèvre, donc ils nous ont pas offert ça. Mais on a plutôt, puis du bon poisson fumé près du lac Baïkal, plein de choses le fun. Mais parce qu'on s'était bien préparé, on avait notre gros sac d'épicerie, on est arrivé. C'est quoi vraiment... la durée? Vendredi, c'est ça, c'est 6 jours complets parce qu'on est arrivé le vendredi soir à Moscou, donc 6 jours. J'imagine que si tu pars de Vladivostok, c'est peut-être un petit peu plus long, mais c'est 6 jours. On s'est donc pas ennuyé. On a joué au Trivial Pursuit, on a joué à plein de choses, on avait ce qu'il fallait pour tenir le... Ça a été une belle expérience. Ça a été qu'une belle expérience. Et aujourd'hui, ça serait probablement encore plus surréaliste, mais c'était déjà vrai, cette idée d'être déconnecté. Il n'y avait rien. En 98, je ne me rappelle pas ce que j'avais. J'avais probablement pas un téléphone mobile avec moi, mais peut-être, je ne sais pas. Je ne penserais pas. Mais tu sais, pas d'Internet. C'était plus dans le contemplatif, puis l'introspection, puis la lecture, puis l'interaction avec les gens, surtout. Exact. Et ce paysage qui défile. Puis un sentiment c'est ça, d'être
injoignable d'être nulle part. Digital detox. Avant qu'on soit totalement digital. Avant qu'on soit intoxiqué. Exactement, oui. Mais je ne regrette pas du tout. En fait, non seulement je ne regrette pas, c'est un grand, grand souvenir. Donc, sauf ce voyage-là, en général, tu es plus rapide ou enfin le rythme est toujours plus rapide ou tu te poses? J'aime beaucoup me poser. Il y a eu une époque où, mais c'est proportionnel à ce qu'on n'a pas vu. Donc, je ne faisais pas 12 pays en 6 jours. Oui, mais tu me parlais que tu avais un intérêt peut-être pour acheter quelque chose en Malaisie ou te poser, avoir une base fixe. C'est-tu pour te poser là, puis... Bien, pour vivre à quelque part. Rayonner à partir de là. Pour vivre à quelque part, déjà, d'avoir une base, parce que c'est le fun de s'intégrer à une aventure locale. Puis c'est le fun aussi, effectivement, d'avoir une base de rayonnement. Donc, si tu es en Malaisie, par exemple, ou si tu étais... C'est clair que aujourd'hui, si j'étais jeune, j'aurais probablement pensé m'installer en Asie pour quelques années et faire de l'Asie une espèce de base pour quelques années. Je pense que l'avenir du monde est là d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la vision de l'avenir, sombre ou pas. Fait que j'aurais été curieux. Singapour est une ville qui, moi, me fascine, un pays qui me fascine. C'est la version confortable. C'est pas aseptisé, mais tellement efficace en même temps, et t'es au cœur de tout. Et ce qui est le plus gros avantage... Mais tu trouves pas que c'est trop... Tout à fait. Trop propre, trop clean, trop informatisé. Tout à fait. Puis c'est une dystopie sympathique, c'est une dystopie semi-souriante, c'est-à-dire que tu arrives et tu sais que t'es watché, t'es surveillé. Mais la combinaison de leur compagnie aérienne, leur location en Asie... puis l'avantage qu'il y a une stabilité. C'est-à-dire que si tu t'installes quelque part, il y a une certaine stabilité. Bien, ça, tu à l'équateur. Il fait 30. Je parlais d'une stabilité... Le soleil se lève à 7 heures, se couche à 7 heures, 30. Politique. C'est assez... aussi. C'est-à-dire que si tu es installé, tu sais que si j'avais une famille élevée, mais ça prend des sous. Je serais plutôt tenté, moi, par des trucs comme l'Indonésie, mais où tu sais qu'il y a des vagues aussi politiques pour avoir été pris dans une très grande manifestation de vers au sens des islamistes en Indonésie. Première fois que j'ai vécu ça, puis ça s'est super bien passé, mais tu t'attends pas. J'étais à Yogyakarta, puis tu marches, puis à un moment donné, on dit il va y avoir une grosse manif. Là, c'est comme des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de personnes en moto, puis qui sont... crinqués. Tu fais, oh, OK. Donc, Singapour, évidemment, c'est l'opposé de ça. Mais tu peux aller à Bali ou oui, évidemment. Mais je reviens à Singapour à cause de ce qu'on disait. Pour rayonner, à cause de Singapore Airlines, en 1 heure, tu es au Cambodge, ou 1h30, et ça marche. Les affaires fonctionnent. Donc, puis en plus... Tu avais ta série Contact qui était sur les avions de Singapore Airlines, si je ne me trompe pas, non? Je pense que c'est peut-être arrivé, effectivement, qu'ils aient acheté. Mais c'est la première série. J'ai un souvenir de ça. Dis-moi, le Kilimanjaro, tu as fait ça. Est-ce que ce genre de voyage-là de physique, avec l'âge, t'en fais moins ou est-ce que t'en fais encore ou tu fais des treks, tu marches ou je fais beaucoup de treks, puis plus que jamais. J'en fais chez moi au quotidien quand je suis à Tucson. Puis le Kilimanjaro, je n'ai pas fait l'Everest. Mais je me rappelle de tes conditions, parce que moi, je le faisais tout de suite après toi, puis tu t'avais zappé ça dans une vitesse folle, avec une température épouvantable. En 3 jours et demi à peu près, parce que mon père m'accompagnait. Puis à la première étape, il a paniqué. Il a fait des crampes. Donc, puis il était en forme, là, mais il a fait des crampes. La première journée n'est pas très, 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 très difficile. Tu es dans la forêt humide, c'est beau. Il ne s'est pas rendu à Barafou. Il ne s'est pas rendu nulle part. En fait, il s'est rendu au premier camp de base. Puis dans la nuit, je pense qu'il a fait de l'angoisse parce qu'il y avait des crampes. Puis il est redescendu. Tout était pressé de... Alors, moi, c'est ça. Ça a fait que j'avais évidemment avec moi un porteur, j'avais un guide. Et j'ai dit, écoute, on monte, mais on va redescendre vite. Puis effectivement, on a fait ça très, très, très rapidement. Mais c'est monter le Mont Washington, au New Hampshire, qui est traître à tous égards. On est monté en moto avec mon ami. Ça, c'est plus cool. Mais si tu le fais par certains des chemins les plus pentus, avec des météos extrêmement traîtresses, où ça peut changer comme ça, il peut venter à écorner un peu. Je sais que c'est difficile. En fait,
c'est pas plus compliqué, c'est juste plus long s'attaquer au Kilimandjaro parce que c'est 6 000 pieds, mettons, pour Washington, puis c'est 17 000 ou 18 000 pour le Kilimandjaro. 5 896 mètres. C'est ça. Je pensais 7, mais 5 887. Mais en fait, le Cotopaxi en Équateur, checké. Fact-check. Le Cotopaxi en Équateur est 5 897. Puis ils disent qu'ils ont 1 mètre de plus que 5 896. Mais effectivement, tu as raison que le Kili, des fois, ils le mettent à 16, des fois, ils le mettent à 17. Ça dépend des sources. Donc, mais tu sais que l'Everest grandit à chaque année de quelques... La couche terrestre alors peut-être qu'il y a 1 mètre au lieu de 28 mètres. Il y a peut-être un pied de plus maintenant l'Everest par rapport à quand Bernard Voyer l'a fait. Un pied serait beaucoup. Je pense que non, mais Bernard, il me dit, quand je suis arrivé au sommet de l'Everest, il dit, Santo, j'étais l'homme qui avait été le plus haut sur la Terre dans l'histoire de l'humanité cette journée-là. Parce qu'il dit, ceux qui le font l'année d'après, il y a comme un centimètre de plus. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point la pression géologique fait que ça peut monter peut-être. C'est de la glace qui... Ouais. Mais dans le cas de l'Everest, du Kilimandjaro, c'est ça, c'est pas exténuant. En fait, ça se fait correctement. Puis en même temps, tu peux choisir ce qu'on appelle le Coca-Cola Road. Coca-Cola Trail. Qui est beaucoup plus serpentante. Ça se fait, j'imagine, mieux. Le dernier droit. C'est parce qu'il y a des refuges. Exact aussi. Moi, tu l'as fait par la j'oublie le nom de la trail. Qui est que tu campes avec des tentes. Oui, tout à fait. Un petit peu plus rough, mais moi, j'ai bien aimé. Bref, tu fais quand même encore beaucoup d'exercices, beaucoup de voyages où tu fais des treks, ce qui fait que nécessairement, ça ralentit le beat, ça. Parce que... Par définition, si tu marches, tu vas à la vitesse... Oui, puis tu es à la vitesse de tes jambes. Je me rappelle quand tu avais fait Angkor Wat, j'aimerais ça parler du Cambodge un peu, parce que j'en reviens récemment. Puis la première fois que j'avais fait Angkor Wat, ou Angkor Wat, comme ils disent, comme on a le prononcer en khmer, là, qui veut dire monastère, mais qui est la ville où... Temple City. Tu m'en avais parlé avec admiration, que tu avais passé plusieurs journées là et que tu avais très, très apprécié. Moi, je suis allé pas tellement longtemps après toi et j'avais été aussi fasciné par l'ampleur du site et ce qu'ils n'ont même pas encore découvert selon les dires. Je suis retourné cet hiver pour une autre fois, avec des amis. Mais c'est devenu plus gros que Montréal, Siem Reap. C'est ça. Fait que, quand on parlait de retourner aux mêmes endroits, tu me disais, je vais y retourner, il va passer une semaine. C'est comme quand quelqu'un me dit, je vais aller au Louvre, puis je vais aller dans l'île Richelieu, voir les bouts de colonnes grecques ou des temples, les choses-là, puis je vais passer 2 semaines là-dedans. Des fois, je me dis, pour moi, c'est trop, là. Pourtant, c'est la seule bonne façon de faire un musée comme le Louvre qui est tellement... Oui. Puis ça, c'est vraiment vieux comme réflexion, mais mes premières expériences, aller au musée, c'était pas à mode. C'est-à-dire que c'était pas sur des bucket lists de personnes. Non. Tu étais laissé à toi-même. Au Louvre, c'était un peu sale, c'était au sens de... C'était pas bien nettoyé, c'était un peu décati. Mais il y avait fucking personne. Aujourd'hui, tu es continuellement dans cette espèce de troupe, puis je parle pas de la Mona Lisa, de la Joconde, et moi, je me suis résolu à ce que je fais des sections, puis des sections pas mode, justement, si tu fais le statuaire grec, whatever, puis tu rentres 1 heure, 1 heure et demie, puis je fais juste ça, puis j'en ressors. J'essaie plus de faire le musée, puis je retourne voir des choses qui me plaisent, mais je me concentre sur un truc. Mais quelque chose de nouveau. Oui, ou je retourne à des choses que j'aime voir. OK, alors revenons à Angkor Wat. Tu es retourné à Angkor Wat, non? Une fois, mais c'était pas encore ce qu'est devenu aujourd'hui Siem Reap, Angkor Wat. Mais je veux plus y aller parce que j'ai l'impression que ça va tuer tous mes souvenirs totalement exotiques. J'étais dans le grand hôtel colonial. Mm-hmm. J'oublie son nom. C'est-tu le... grand hôtel qui était là depuis toujours, en fait. Puis commençait à pousser autour la première fois tous les petits hôtels, les gros hôtels. Mais tu pouvais humer vraiment une autre époque. Tu fermais les yeux, tu écoutais les bruits, tu disais, OK, cette
c'était ça, l'Indochine. C'était l'Indochine, oui, exact. Tu étais en Indochine. Puis cet hôtel-là, il y a une belle grande piscine, puis il y a une boutique d'antiquité, je me rappelle, à la réception. Là. Puis j'ai acheté une sculpture à l'époque. Mais donc, le Cambodge, c'est fini pour toi? Ou... Non, j'ai rien de fini pour moi. C'est certain que s'il y avait une occasion, je le ferais. Mais il y a peut-être d'autres choses que je ferais avant. Puis c'est un cas où mes premières fois ont été bonnes, puis je suis pas sûr que j'ai envie de détériorer ce souvenir. Donc, j'y retournerai peut-être pas. Quand on parle de retourner, au début de l'entrevue, on parlait de retourner aux mêmes places une fois qu'on s'était réconforté avec nos repères. Est-ce que tu considères que retourner à la même place prend le temps qui t'empêche de faire une autre place que tu aimerais faire? Non. Parce qu'on vieillit, puis... Mais c'est pas boulimique comme ça. Je suis pas collectionneur. Je vais pas me coucher plus heureux parce que j'aurai 12 destinations de plus sur ma liste. Des fois, il y a des choses dans ta bucket list. Tu dis, bon, ben, t'arrives à 60 ans, puis bon, je sais que je serais pas capable de faire la Concagua. Je sais que je serais... à un moment donné, tu dis, bon, mais là, le focus, il se restreint, puis tu as encore des places. Je sais que je pense que tu voulais faire les stands, là, Kazakhstan, Ouzbékistan, etc. Moi, c'est dans ma bucket list aussi. Bon, j'essaie de voir comment je le fais, combien de temps je le fais. C'est clair qu'aujourd'hui, compte tenu de la nouvelle division du monde, il devient presque politiquement incorrect de vouloir apporter tes devises à ces républiques proches du Kremlin. C'est pas une considération, ça n'en sera jamais une. Non, mais peut-être qu'un jour, ça va être différent, mais ça serait même pas une considération aujourd'hui. Non, mais... Oui, mais quand je vise à oublions les stands, je sais pas, il y a un pays que tu veux faire, je sais pas, la Finlande, que tu n'as jamais été, puis tu trouves ça intéressant, les aurores boréales, tu veux aller dans le nord, tu veux faire un trek. Tu peux pas en faire 42 par année, des voyages. Bien, tant mieux si tu peux en faire 42, mais si tu choisis ça, ça t'empêche de faire ça ou ça t'empêche de retourner. Fait que des fois, moi, je suis déchiré entre retourner à une place que j'ai aimée, puis continuer à patauger autour. Mettons Phnom Penh, au Cambodge, la capitale. Bon, la première fois, tu fais les Killing Fields, tu fais des affaires pour comprendre Pol Pot, comment fou il était, etc. Mais après ça, tu y retournes juste pour être bien ou être paisible, etc. Mais après ça, tu dis, bon, mais là, je retourne une 3e fois ou une 4e fois. Est-ce que ça dépend d'autre chose? Bien, à un moment donné, tu penses que tu perds la possibilité de faire quelque chose d'autre. Mais c'est vrai. Tu n'as jamais ce sentiment d'urgence-là ou ce sentiment de... Mais est-ce que c'est pas vrai de toutes les décisions qu'on prend? Si je mange dans le restaurant que j'aime ce soir, une 25e fois, est-ce que ça m'empêche pas d'aller manger dans un restaurant que je connais pas? Non, parce que, je vais dire pourquoi, parce que tu vas finir avec du manger mou peut-être dans un CHSLD. Alors, mais d'ici là, tu vas manger tout le temps, tous les jours, etc. Mais voyager, peut-être la situation du monde, l'économie, la santé, le risque. Il y a plein de facteurs qui vont peut-être t'empêcher de faire des choses que tu aimerais voir, puis que tu n'auras pas le temps de voir parce que tu refais 3 fois la même affaire. La réponse, c'est que je vote toujours avec mes pieds, que ce soit consciemment ou non. Si je suis pour une 5e fois à Hong Kong plutôt qu'en Finlande pour les aurores boréales, c'est parce que j'avais envie d'être à Hong Kong, que je me le sois admis ou non. Donc, moi, je pense que tu sais, ce que disent les gens... Pour toi, il n'y a pas d'enjeu de manquer quelque chose parce que tu vas toujours où tu veux être. Bien, je pense que c'est comme ceux qui disent qu'ils sont quelque chose et qui se comportent autrement. Tu juges ton parcours aux gestes et non pas aux paroles. Donc, à la fin de l'exercice, je te dirais que je pourrais bien dire que je voulais aller en Finlande, mais si je me suis donné le trouble d'aller à Hong Kong, c'est certainement parce que ça me pressait plus d'aller à Hong Kong. Parfait. Alors, on doit suivre nos instincts, just do it. Ta prochaine destination, Stéphane? Je la connais pas parce que c'est une année où je vais être beaucoup à Montréal. J'avais vraiment pas envie de me frotter aux aéroports cet été. J'ai voyagé pas mal l'an dernier. Je suis parti en Europe en septembre. C'était encore tellement cool de voyager. Cool au sens où l'aéroport était fréquentable. Moins laborieux. Exactement. Je suis pas malheureux d'être condamné. On est en 2022. Si jamais ce podcast était diffusé en 2030. Donc, été 2022, je suis pas malheureux d'être condamné à être ici, à Montréal, au Québec. Ce qui va me manquer, en fait, c'est chez moi, c'est Tucson, parce que cet hiver, je sais que je vais travailler à Montréal. Et c'est un des endroits au monde que j'aime le plus. Tucson, tu parles? Oui, Tucson. Donc, ça va me manquer. Ma ville, je suis probablement plus chez nous à Tucson que je suis à Montréal. Ah oui? Donc, c'est rien. Là. Donc, les gens vont dire, je vais aller à Tucson, ça a l'air fantastique.
bien des gens seraient déçus, c'est parce que c'est très, très, très subjectif. Quoique... C'est Jesus Land un peu aussi? Non, pas du tout, absolument pas. On n'est vraiment pas dans... Non, c'est pas du tout dans Jesus... Oui, il y en a des églises, mais c'est pas du tout le Bible Belt. Il y a 3 ans, j'avais, dans ma série Notes de voyage, fait un épisode consacré à Tucson et diffusé peut-être en septembre, octobre, je ne sais pas trop. Et j'avais dit aux auditeurs, écoutez, si jamais ça vous intéresse, je serai tous les samedis du mois de novembre au Time Market, qui est un de mes endroits favoris au monde. C'est une épicerie / restaurant / SAQ / c'est des gens formidables. J'adore cet endroit-là. C'est toujours ma première étape quand je rentre à Tucson. On arrive en auto, en avion, on va prendre... Tu as rencontré des Québécois? 4 samedis de fil, il y avait du monde qui était au bar ou qui était dans le restaurant, qui était venu et avec qui on a fraternisé. C'était formidable. La fille de quelqu'un qui m'écoutait, une Québécoise, qui habite tout ça, dont la mère m'écoutait, puis qui a dit « Hey, il a dit qu'elle allait être là. » Voisine du Time Market est venue, m'a spoté. Des gens qui sont venus en voyage à Tucson, passer du temps, et qui étaient là le samedi. Des cyclistes qui étaient comme dans les vins en train de regarder distraitement, puis à un moment donné, il m'a dit « Oh, vous êtes venu! » J'ai dit que je serais là, évidemment. Bon. Donc, j'ai jamais été à Tucson, fait que tu ne seras plus là. C'est ça, cet hiver? Ben, pas cet hiver, mais c'était cool. Bon, écoute, je te remercie beaucoup de ta générosité. Je sais que ton temps est précieux. Je ne sais pas quand ça va être diffusé et comment, mais j'apprécie toujours échanger sur les visions de mes invités, sur leur perception du voyage, leur façon de voyager. Alors, je te remercie beaucoup de t'être joint à moi ce matin et je vous souhaite une bonne journée et au prochain podcast sur un autre sujet avec un autre invité. À la prochaine. Merci.